Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs au point sur l'actualité. Vous êtes bien sur Foyo Média et vous nous regardez sur Foyo Télévision. Vous nous écoutez sur Foyo Radio 96.3 FM et bien sûr sur toutes nos plateformes de diffusion digitale. Il s'agit bien sûr de Facebook, YouTube et tous les autres. Et bien sûr ce soir, on parle d'un sujet qui vous intéresse puisque vous êtes africain mais vous vous intéressez également au conflit en Ukraine. Eh bien, alors que le conflit russo-ukrainien est entré dans son 4e mois, le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a annoncé qu'il se rendrait prochainement en Russie et en Ukraine au nom de l'Union africaine. Nous voulons la paix, a-t-il notamment dit. Eh bien, quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans la résolution de cette guerre? Quel doit être le positionnement du continent africain? L'Afrique peut-elle réussir là où l'ONU et l'Occident ont tous échoué? Voici les questions que l'on se pose ce soir et les réponses, c'est dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. Et vous l'avez compris, donc, conflit russo-ukrainien. Macky Sall a donc annoncé à Moscou et à Kiev très prochainement. Lui peut-elle réussir à mettre fin à cette guerre? C'est la question que l'on se pose ce soir. Vous pouvez appeler pour participer à cette réflexion. Pourquoi pas? Votre avis compte. Et pendant ce temps, notre plateau, il est au complet. Nous sommes avec notre consultant permanent, Jonathan Batengini, comme toujours. Dio, bonsoir. Bonsoir Bachir Mohamed Ladan, bonsoir à notre éminent grand frère et copanéliste. Bonsoir à tous les panafricanistes, tous les téléspectateurs, tous les auditeurs qui tous les soirs sont à l'écoute de cette émission qui rentre déjà dans la messe des émissions panafricaines les plus suivies dans le monde. Bonsoir à tous les techniciens derrière le plateau qui travaillent pour que nous apparaissions devant votre petit écran et pour que vous nous suiviez à domicile. Bonsoir à la direction générale qui supervise les opérations, à l'État du Cameroun, tous ceux-là qui travaillent tous les jours, se lèvent et rendent ce pays fier et beau, mais surtout un bonsoir particulier aux forces de défense et de sécurité qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de ce cher et beau pays, le Cameroun. Eh bien, bonsoir donc à tous ceux que vous avez salués, bonsoir en face, et c'est-à-dire le président Bandakani, président du nouveau mouvement populaire et donc leader dans la question du panafricanisme. Il est au four et au moulin depuis le début de cette aventure qui aujourd'hui dure plus d'une décennie. Président Bandakani, bien le bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir. C'est toujours avec une émotion particulière que je suis à vos côtés, compagnon de route. Oui. Cette longue route qui a changé le visage de l'Afrique, a changé le visage des relations internationales, et va continuer à approfondir ce changement dans des dimensions les plus inattendues dans les mois, les années qui viennent. Permettez-moi de saluer, n'est-ce pas, mon jeune frère Jonathan Batengene, qui est le témoignage du renouvellement des générations des panélistes, des figures de proue de ce combat-là. Et je voudrais le saluer de façon particulière parce que il permet que des gens comme nous, on se concentre à des tâches plus profondes, moins visibles. Et par rapport à ça, on a une dette à son égard. Il porte le combat depuis un bon bout de temps, il est au front. Je voudrais le saluer de façon particulière. Il n'est pas seul. Nous sommes fiers de voir qu'il y a ce renouvellement-là au niveau des générations. Et un renouvellement très fécond et très promoteur. Je voudrais vraiment te saluer de façon particulière et te porter tous mes encouragements. J'ai un regard particulier pour vos techniciens, mon cher Bachir, qui sont fort au moulin pour maintenir cette chaîne au niveau des standards requis. Vous savez que j'ai une relation particulière avec votre chaîne parce que j'encourage la diversification des offres médiatiques en milieu panafricaniste. J'encourage ça. Donc quand je vois qu'il y a des dynamiques, n'est-ce pas, les dynamiques d'offres en la matière, sans mon soutien. Donc c'est pour ça que je vous félicite. Je félicite le promoteur de cette chaîne,
vos équipes, la direction et tous ceux qui de près ou de loin concourent, n'est-ce pas, à ce que cette chaîne fasse son chemin. Eh bien, ils sont très nombreux, Président Bandakani, et beaucoup, mais alors beaucoup de nos téléspectateurs s'alignent à chaque fois que vous êtes sur le plateau. Ça monte déjà, les vues. C'est tout à notre honneur, Président Bandakani. Permettez donc que je commence par vous. L'Union africaine a décidé, par la voix de son président en exercice, le Sénégalais Macky Sall, de s'impliquer davantage dans la résolution de la crise russo-ukrainienne. Alors, déjà, qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, l'Afrique a parlé depuis. L'Afrique a parlé, elle a parlé de diverses façons. Elle a parlé lors des votes où les États, en fonction de leurs intérêts, ont pris des positions. Mais ce qui s'est dégagé dans la configuration de ces votes, c'est que quelque chose de nouveau se passe en Afrique. L'Afrique nouvelle, c'est l'Afrique qui ne se couche plus devant l'Occident, qui prend son destin en main. Donc on peut dire que depuis la crise ukrainienne, depuis le début de la crise ukrainienne, non, de l'opération spéciale militaire en Ukraine, nous on assume ça, c'est ça qu'il faut dire, nous assumons ça. Parce qu'au bout, l'Afrique a parlé. L'Afrique a parlé par la voie civilo-panafricaniste, qui est cette voie forte, cette voie qui depuis 10 ans a changé la face du continent. L'Afrique a parlé. L'Afrique a parlé au point où on a dénoncé une certaine poutinophilie en Afrique. Ça, c'est du côté entre guillemets, de nos amis. Vous savez de qui je parle. Tout à fait. Ils ont voulu dénoncer ils ont voulu rabaisser cette démarche en parlant de poutinophilie. Façon, non. La voix des panafricanistes a porté, l'Afrique a parlé par cette voix, et cette voix s'est fait entendre puissamment au niveau de l'opinion. Ça fait basculer, n'est-ce pas, l'opinion africaine, l'opinion mondiale, au point où les Occidentaux ont même été obligés de tenir compte de ça. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Comment Poutine peut être un héros en Afrique et tout. Ça, c'était la parole civilo-panafricaniste. Maintenant, l'Union africaine, c'est la parole institutionnelle. Oui. C'est la parole institutionnelle qui a tergiversé, qui a pris le temps, qui a été lente à s'exprimer, mon cher Bachir. Les États se sont exprimés, je l'ai dit, la société civile panafricaniste s'est exprimée, mais au niveau de l'Union africaine, ça a été lente. Bon, il faut saluer le fait que l'Union africaine a refusé de recevoir ce tristo-comédien qu'on appelle Zelensky. Il faut qu'il reste avec cette histoire. Alors, il faut bien rappeler quand même à nos téléspectateurs, justement, le président ukrainien avait demandé à s'exprimer sur la tribune de l'Union africaine, comme il l'a fait chez les Occidentaux, donc à l'Union européenne, au Congrès américain, etc. Oui, qu'il ait parlé au festival de Cannes, ou de Cannes, vous appelez ça quoi? Oui. Cannes ou la Cannes, le festival de Cannes ou Cannes, qu'il a fait sa comédie là-bas. Nous avons salué ça, que l'Afrique a refusé de recevoir ce Tintin, ce comédien-là. Et il était temps que l'Union africaine s'exprime, ça a pris du temps. Alors, mon cher Bachir, quelle sera la valeur, je vous vois venir, j'anticipe, quelle sera la portée de cette parole au niveau institutionnel de l'Union africaine? Vous savez que l'Union africaine a un problème. Qu'est-ce qu'elle va dire? Parce qu'elle n'arrive pas à s'autofinancer. N'arrive pas à s'autofinancer, c'est un problème sérieux. Cette incapacité à s'autofinancer pèse sur la capacité de l'Union africaine à s'exprimer sérieusement sur des sujets internationaux qui engagent le continent africain. Malgré quand même cette incapacité, comme vous l'avez dit, à s'autofinancer, dans le cadre de cette crise, on a vu quand même une Union africaine, pour ne pas dire les pays africains, plutôt bien positionnés, qui ne se sont pas alignés aux dictats de l'Occident. Oui, je distingue ça de la voix de l'Union africaine. Je ne parle pas de l'Union africaine, mais qui s'en va comme président de l'Union africaine. Vous avez bien dit que là, c'est des pays de manière individuelle. Et ici, c'est l'Union africaine. Je parle de l'Union africaine. Les pays de façon individuelle se sont exprimés et ça fait, c'est l'événement de la diplomatie mondiale. C'est l'événement, c'est que l'Afrique s'est démarquée de l'Occident. Ça, c'est l'événement. Mais il faut être fier de ça. C'est le travail qu'on a fait depuis 10 ans. On est en phase là. C'est le travail qu'on a fait depuis 10 ans. Et puis les chefs d'État prennent la mesure des choses et se sont comportés à conséquence. Tous les Africains, dans leur immense majorité, sont fiers du positionnement de l'Afrique sur cette crise-là. C'est clair. Les choses ont changé. Un autre cycle est ouvert. Maintenant, je parle de l'Union africaine. Il y a un décalage entre cette dynamique, mon cher Bachir, au niveau des chefs d'État et le mouvement de l'unité africaine. Parlons comme ça. Je n'ai pas dit mouvement panafricaniste. Il faut la part des choses. Le mouvement de l'unité africaine, qui a un problème, parce que ce mouvement de l'unité africaine-là ne se prend pas en charge sur le plan institutionnel, ne s'autofinance pas, ce qui est un scandale.
Et à partir de ce moment-là, ne peut rien dire de bon en ce qui concerne, n'est-ce pas, les intérêts du continent africain. Oui. Vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agit. Bon, Macky Sall apporte sa touche personnelle qui s'inscrit dans une dynamique que nous observons de sa part depuis un bon bout de temps. Sur le conflit ukrainien, le Sénégal a surpris. Oui. Ça, il faut le dire. Le président Macky Sall nous a surpris. Moi, je ne suis pas un Macky, je ne sais pas, vous savez que moi, je ne suis pas un pro-Macky. Oui. Au début, on a essayé. Vous restez lucide. Non, moi, Oui, quand un chef d'État pose des actes, vous me connaissez, je soutiens, j'apprécie. Oui. Macky Sall, le président Macky Sall, sur les questions, sur le conflit ukrainien, en tant que président du Sénégal, nous a surpris. Oui. Sur la question de ce footballeur, Gana Gueye, Gueye, oui. Gana Gueye, Oui. mais j'ai été très fier de voir qu'un chef d'État africain a compris que il faut défendre les compatriotes. Oui. Il faut défendre son concitoyen lorsqu'il est en situation. Et moi, j'étais fier de la réaction du Sénégal et de son président qui, dans ce contexte-là, dépassait le cadre du Sénégal. C'est tous les Africains du monde entier qui se sont sentis solidaires de ce jeune footballeur. Et une fois de plus, on a eu l'occasion de voir qu'il n'est pas possible pour nous de parler avec l'Occident. Le dialogue n'est pas possible avec ces gens. C'est une bande, ce sont des sauvages, à tout point de vue, des racistes, n'est-ce pas? Avec le dialogue n'est pas possible. C'est ça qu'on a montré. J'ai apprécié la fermeté de Macky Sall. Je ne suis pas indifférent aux évolutions du président Macky Sall, mon cher Bachir. J'ai regardé particulièrement son évolution sur la démocratie. Alors là, les démocrates vont gérer leurs contradictions. Le président Macky Sall, aujourd'hui, au soir de la fin de ses 2 mandats, découvre que la limitation des mandats est mauvaise, est contre-productive, et n'est pas démocratique. C'est Macky Sall qui le dit. Reprenant en partie nos arguments, il allait même plus loin pour dire qu'il faut arrêter ça, parce que non seulement c'est même pas conforme avec, il appelle ça, le processus de décision au niveau des organisations internationales, par exemple, qu'il faut décaisser les fonds pour les pays africains, tout ça. Il a dit que ça ne marche pas, on ne peut rien faire. Par conséquent, ça ne permet pas d'achever les travailler. Oui. Il a été clair. Moi, c'est une évolution de temps, parce que vous savez que le Sénégal est présenté comme la vitrine de la démocratie en Afrique. Quand le représentant le plus élevé sur le plan institutionnel du Sénégal fait le mea culpa, Bachir, a enfin bien compris nos enseignements. Voilà, il a bien reçu les cours. On peut être président et recevoir les cours, pas un crime. Donc, et il a bien reçu les cours, il a dit ça, il a assumé ça, nous avons pris acte. Vous comprenez? Alors, est-ce que maintenant, sa démarche ne sera pas réductible à une vaste communication de grande envergure en se servant de sa posture de l'Union africaine pour récupérer la tendance au Sénégal, qui est une tendance à la défrancisation, en animal politique qu'il est, Macky Sall l'a senti. Si je vous ai bien compris, ça pourrait être une façon pour lui de couper l'herbe au pied, par exemple, du jeune Ousmane Sonko. Oui. Il ne faut pas exclure cet enjeu-là, parce que il faut être sérieux. Ce n'est pas l'Union africaine qui va aller imposer quoi que ce soit au président Poutine. Ce n'est pas l'Union africaine qui va aller, à partir du moment où vous avez refusé de recevoir le comédien, lui aussi vous attend au tournant. Donc bon, on va mettre les formes et tout, c'est bien. Mais c'est bien la démarche, dans le fond. Il faut que l'Afrique s'exprime, il faut que l'Afrique, dans tous ces strates décisionnelles, s'exprime. Mais je pense que l'enjeu ici pour le président Macky Sall, c'est de se servir de la tribune, n'est-ce pas, la tribune internationale que lui offre, n'est-ce pas, l'Union africaine, pour parler aux Sénégalais. Pour les parler, on ne peut pas lui reprocher ça. Hein? Non. De parler aux Sénégalais, n'est-ce pas, de jouer sur cette tendance qui monte au Sénégal, qui est le fruit de 10 ans de travail que nous avons fait ici. Les Sénégalais ont écouté le message, ce grand peuple-là a saisi le message. Et Macky Sall sait que s'il veut avoir de l'avenir au Sénégal, il faut bien qu'il surfe sur ce sentier, sur cette démarche, sur cette dynamique. Il ne faut pas exclure toi. Ça, ce n'est pas à exclure. Bon, il a reçu le mandat de ses pairs. Si on se fie à ce qu'il a dit, il a reçu le mandat de ses pairs. Il s'exprime au nom de l'UA. Au nom de l'Union africaine. Bon, c'est important. C'est important. Il y a cet aspect qui est aussi important. Quand on a reçu le mandat de ses pairs pour aller porter la voix de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique maintenant qui parle en tant qu'unité africaine, il y a une dimension diplomatique qui est importante. Et à ce niveau-là, même si il ne faut pas rêver, c'est une bonne chose, mon cher Bachir. C'est une bonne chose d'affirmer les positions de l'Afrique, d'affirmer la voix du continent sur ce terrain-là, n'est-ce pas, de dire que l'Afrique a son mot à dire, qui ne sont pas les mots convenus, qui ne sont pas ce qu'on entend jusqu'à présent. J'entends, parce que quelqu'un dit, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Tout à fait. Voilà, il faut quelqu'un pour dire ça. Il faut la paix. La guerre est un moyen
pour arriver à la paix, mon cher Bachir. La guerre n'est pas une fin en soi. Oui. La guerre n'est qu'un moyen pour arriver à la paix. Et généralement, ceux qui font la guerre n'ont pas la distance nécessaire, mon cher Bachir, pour construire la paix. Vous comprenez? Oui. Ceux qui font la guerre, sont absorbés par les exigences de la guerre. Oui. Il faut souvent quelqu'un qui a du recul, qui n'est pas dans le champ de guerre, pour penser la paix et vous entraîner sur le chemin de la paix. Je pense que à ce niveau-là, l'Afrique a quelque chose à dire. L'Afrique a une voix, a quelque chose à dire. Maintenant, il faudra que Macky Sall se donne tous les moyens de ce mandat qu'il porte sur le dos, en termes de créativité diplomatique, en termes d'audace thématique, en termes de charisme, n'est-ce pas, pour que ce voyage ne soit pas un voyage comme les autres. Merci, Président Bandakani. Jonathan Batengene. Alors, on a eu l'impression, Jonathan Batengene, depuis le début de cette crise, que l'Afrique parle d'une même voix, même si elle ne s'est pas ouvertement exprimée. Est-ce que c'est le cas? L'Afrique parle d'une même voix. Je ne dirais pas qu'elle parle d'une même voix, mais je dirais que les Africains se sont démarqués. Oui, les lignes bougent quand même. Les lignes ont bougé Oui. et le président a dit quelque chose. Le président, je veux rappeler une chose, un élément. L'Union africaine, la déclaration de Side du 9 septembre de 1999, Oui. Vous prenez l'article 3 de la déclaration, vous voyez quelque chose, ils disent qu'ils se reconnaissent dans le combat, c'est les chefs d'État africains, dans le combat des générations de panafricanistes. C'est écrit dans la déclaration de Side, un des traités fondateurs de l'Union africaine. Et donc, si on part de ce point de vue-là, oui, le panafricanisme n'est pas seulement présenté comme étant une frange frondeuse d'Africains, mais comme l'essence même de l'unité africaine. Puisqu'on la retrouve aussi au niveau institutionnel. Et donc le succès, finalement, du combat panafricaniste n'est qu'en fait le combat de l'idéologie qui sert de matrice à l'unité et à la solidarité des peuples africains. Oui. Bon, le président Macky Sall, comme le président le disait encore, et c'est difficile de reprendre la parole après lui, mais le président Macky Sall... Vous êtes très bien. Merci, président. Le président Macky Sall surfe aussi un peu sur la vague, il faut le reconnaître. Il sent que désormais, l'heure n'est plus. Il a vu le jeune Sonko avec des idées tout à fait panafricanistes et une foule qui est allée. Et parce que la manifestation, il faut voir les éléments de la manifestation. Les manifestants vont s'attaquer aux intérêts français. Et là, c'est un fort signal qui lui est envoyé. Il comprend que, en fait, c'est là-bas que les enjeux véritables sont en train d'être joués. Donc, il fait un changement radical, lui en tant qu'un véritable animal politique, il fait un changement radical et il adopte la posture panafricaniste. Et moi, ce n'est pas simplement le fait de surfer sur la vague qui est intéressant, c'est qu'il embrasse le combat et ce combat n'est pas des moindres. Parce que à son niveau, on peut encore jouer à une certaine hypocrisie, faire semblant et rester dans l'autre bloc. Mais là, il adopte la posture sur l'Ukraine. Quand le président Zelensky l'appelle pour lui parler des problèmes entre l'Ukraine et la Russie, il fait comprendre au président Zelensky l'attachement du Sénégal d'abord pour la paix en Ukraine. Oui. Et il fait comprendre au président Zelensky que pour ce qui est de l'Union africaine, il faudrait que ses pairs soient réunis pour avoir une posture. C'est très important. Il veut dissocier la voix du Sénégal de la voix de l'Union africaine. À aucun moment. Et c'est ce qu'auraient bien voulu voir les acteurs internationaux qui font pression sur les pays africains. On aurait voulu le voir porter la voix de l'ensemble de l'Afrique et par usurpation faire des déclarations chocs qui auraient engagé l'Union africaine. Il l'aurait fait, oui. Mais il s'est abstenu de tenir un tel discours. Il a même évité les interviews. Je n'imagine pas que à cette date, les grands médias occidentaux n'aient pas tenté de l'avoir sur le problème ukrainien. Mais si vous regardez, le président Macky Sall est resté loin des médias. Il n'a fait aucune déclaration au nom des Africains. Il a respecté la position africaine. C'est un engagement pour un homme de sa stature, c'est un engagement qui mérite tout notre respect. Il a gardé la voix de l'Afrique, celle de l'observance. Les Africains sont effectivement dans l'observance. Certains pays africains, c'est pourquoi je parlais de
plusieurs voix qui s'élèvent en Afrique. Certains pays africains, et pas des moindres, partagent l'idée suivant laquelle l'Afrique gagnerait à rester neutre, c'est-à-dire ne même pas prendre position. Tandis qu'il y a aussi une bonne vague de pays qui directement sont engagés résolument derrière la Russie, pas seulement parce qu'ils estiment qu'ils ont une meilleure maîtrise du dossier ukrainien, mais parce qu'ils ont des accords qui les lient directement avec la Russie du point de vue militaire. Et même avec l'Ukraine, puisque si l'on prend sur le plan économique, l'Ukraine... Si vous prenez l'Algérie, par voilà, exemple, un des pays que je voulais citer, ou bien l'Érythrée, qui sont résolument avec la Russie, ils n'ont rien à voir avec l'Ukraine. L'Algérie ne réclame... Vous prenez la RCA, le Mali, qui sont clairement derrière la Russie, ils n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire à prendre position ou pas, que gagne l'Afrique? À prendre position pour l'un ou pour l'autre, ou à ne pas prendre la position, comme c'est le cas aujourd'hui, ce non-alignement qui s'affirme de plus en plus. Le non-alignement, il faut noter que si vous prenez toujours la déclaration de Sirte, il y a à l'article 8, ils font tous une déclaration, ils disent qu'ils se sont réunis à Sirte et ils épousent la vision du guide Muammar Kadhafi. De la révolution El Haïfa, Muammar Kadhafi. C'est dire quoi? Le guide Muammar Kadhafi avait un credo sacro-saint, c'était le non-alignement. Et si vous allez regarder dans l'histoire, l'un des éléments qui finalement va causer sa perte, ce sera cette posture de non-aligné. D'ailleurs, si le président Poutine regrette de n'être pas intervenu en Libye, c'est aussi parce qu'il n'y avait aucun motif d'intervention. Les Russes n'étaient pas engagés directement sur le territoire libyen comme c'est le cas en Syrie. Donc, les Russes n'avaient pas les mobiles assez forts pour se voir défendre la Libye comme ils ont défendu la Syrie. Et c'était parce que le président le guide Muammar Kadhafi croyait au non-alignement. Il avait gardé cette posture de non-alignement. Il faut noter que pour Kadhafi, il pensait que l'Afrique devait être une puissance au même titre que la Russie, une puissance au même titre que les États-Unis. Donc, il y a des présidents en Afrique qui ont cette logique. Il y a même une grosse partie, c'est que je crois que dans l'opinion panafricaniste, on a souvent cette voix qui se lève en disant il faut que l'Afrique ne soit pas caporalisée. Oui. Mais en fait, c'est une vision qui part du principe que on a fait avec des acteurs de bonne foi au niveau des relations internationales, que non, ce n'est pas le cas. La mort du président, du guide Muammar Kadhafi nous montre que lorsque vous n'avez pas un parapluie assez puissant pour défendre cette souveraineté, d'abord en premier ressort à un stade historique de votre développement économique et militaire et même politique, vous ne pouvez pas résister aux assauts des puissances prédatrices. Il faut donc avoir ce parapluie, et ce parapluie va vous aider dans votre maturation d'acquérir les éléments qui vont garantir votre souveraineté. Aujourd'hui, donc, quand vous posez la question, quand tu poses la question, Bachir, et que la question c'est qu'est-ce que nous gagnons dans le non-alignement, c'est que nous imprimons cette idéologie, ces principes, cette vision qui est vraiment panafricaniste dans la conscience collective de tous les Africains. Mais nous leur disons une chose, chaque élément dans une guerre, il y a des batailles. Et chaque bataille a ses mécanismes pour conduire à la victoire. Pour l'instant, l'Afrique a besoin d'un partenaire pour son émancipation. Et ce partenaire, effectivement, nous n'avons pas peur de l'indexer. Ce partenaire, celui qui se propose comme étant le plus fiable, pour contrebalancer, parce que l'Afrique a vécu la colonisation, l'esclavage, le néocolonialisme, du fait des puissances prédatrices néolibérales, alors le contrepoids de ces puissances, c'est la Russie et la Chine. Donc, actuellement, ce que les Africains doivent faire pour réduire l'influence de ces puissances-là, il faut se rapprocher de la Russie et de la Chine. C'est pourquoi, lorsque les chefs d'État africains devront en fait discuter de la question, puisque le président Macky Sall finalement pose le problème sur la table, il faudrait qu'ils tiennent compte de ce paramètre. Non pas en aliénant l'Afrique à la Russie, mais en se disant que nous avons besoin de ce pays pour parvenir à un certain stade d'autonomie. Merci Jonathan Batengini. Président, souffrez qu'on aille vers nos appelants. Vous aimez souvent les appeler, la communauté des appelants. Voilà, on va aller vers eux rapidement puisque nous avons commencé avec un léger retard. Lamine Diop est avec nous en direct de Genève. Lamine Diop, bonsoir cher ami. Et pendant ce temps, le numéro est affiché au bas de votre petit écran. Participez à la réflexion tout simplement.
Bonsoir, mon cher Bachir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs de Foyou, ainsi que votre régie technique. Bonsoir à l'ensemble des panélistes participant à cette thématique quotidienne. À propos du sujet, pensez-vous réellement, mon cher Bachir, que Macky Sall, sous la commande de ses chefs occidentaux, est peut-être en train de négocier pour tenter de trouver une solution à la crise de l'Europe? La crise de l'Europe, à toute franchise, je trouve sa méthode classique. Comme d'habitude, encore plus que d'habitude, ce sont les Macky Sall ou les Félix Tshisekedi, etc., qui vont essayer de jouer les soi-disant équilibristes, neutres, ou encore les boosters économiques des Occidentaux. Disons que c'est la tradition. D'ailleurs, on l'avait vu avec Tshisekedi à propos des droits de tirage spéciaux pour aider l'Europe de l'Ouest à se relever du Covid et la permettre ainsi de transférer sa dette publique post-Covid sur la tête des Africains. Ça ne correspond pas aux procédures du maître américain, mais ça existe depuis des années, désormais. Et ça existe particulièrement cette année, d'une part, parce que cette crise n'est pas seulement économique, qui se gère trimestre par trimestre, c'est une crise d'ordre civilisationnel et politique qui se gère au jour le jour. Donc, il faut réagir très vite et que c'est à peu près inévitable. Donc, tout ça existe. Et on sait très bien que les Européens ne s'en tireront pas à terme et on risque de passer de la crise actuelle au drame. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le rejeton de la lignée de ceux qui représentent le mal absolu pour l'humanité sur Terre qui le déclare. Plus précisément, Georges Soros, cette semaine, dans un discours prononcé lors du dîner qu'il organise traditionnellement à Davos en Suisse, ici, en marge de la réunion du Forum économique mondial. Le milliardaire américain Georges Soros a déclaré que la civilisation européenne pourrait ne pas survivre à l'invasion russe de l'Ukraine. Cette invasion a peut-être marqué le début de la Troisième Guerre mondiale. Nous devons mobiliser toutes nos ressources pour mettre fin à la guerre le plus tôt possible. C'est lui qui dit « Le meilleur et peut-être le seul moyen de sauver notre civilisation est de vaincre Poutine le plus tôt possible », a-t-il ajouté. Voilà leur méthode. Il a également vivement critiqué le dirigeant chinois Xi Jinping, affirmant que les régimes autocratiques, soi-disant, se multiplient et que l'économie mondiale se dirige vers la dépression. Selon lui, Poutine et Xi Jinping sont deux dictateurs qui ont beaucoup en commun et qui représentent la plus grande menace pour une société ouverte. Eh oui, leur fameuse société ouverte, leur soi-disant l'impression du libre arbitre qu'ils utilisent pour enfumer les Africains en général est mise à nu et qui a été mise à nu par Poutine à travers cette crise ukrainienne. Ensuite, il a mentionné que les Américains se demandent pourquoi la coopération entre la Chine et la Russie se développe, pourquoi la Chine refuse d'étrangler la Russie avec des sanctions. C'est simple, parce que la Chine est la prochaine sur la coupe après la Russie. Ce n'est pas caché. Ils ne se cachent plus. C'est misérable. Mais misérablement constaté, ces gens-là, de Georges Soros à Macky Sall, se voient brûler toutes leurs cartouches en Ukraine, politiquement et financiero-économiquement. C'est ainsi que ça leur plaise ou non. Un nouvel ordre mondial multipolaire verra le jour. Apparemment, Macky Sall a accepté cette mission auprès de ses chefs, car ce monde multipolaire ou son pays, par exemple le Sénégal, qui pourra avoir un droit de veto aux Nations Unies, apparemment, ça ne lui conviendra pas et ça ne lui convient pas du tout. Il préfère un monde où c'est la France qui est garante de son droit de veto de son pays, comme aujourd'hui. Ainsi, sa tentative de négocier à Moscou pour obtenir de Poutine l'abandon d'un monde multipolaire à travers la crise ukrainienne, entre autres. Et oui, mon cher Bachir et mes chers panélistes, c'est ça l'Africain. Belle fin d'émission, à bientôt. Merci. Et bien sûr, nous allons rester au téléphone. Et je crois que c'est Delphin qui nous appelle depuis Gitega. Delphin, bonsoir, cher ami. Je crois que c'est Delphin qui nous appelle depuis Gitega. Allô, vous me recevez, mon cher Bachir? 5 sur 5, Delphin, vous êtes en direct. Bon, je n'ai pas le retour, mais je pense que je suis en ligne. Donc, je transmets mes salutations à tes brillants invités, notre grand frère Bandakani, ainsi que mon jeune frère, qui est aussi de ma génération, Batengene,
et l'ensemble de ceux et celles qui sont à l'écoute. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. De même, je penche vraiment du côté de mon frère Lamine Diop qui vient de s'exprimer avant moi. Je dirais que le seul point sur lequel je salue la démarche du président actuel de l'Union africaine, c'est que contrairement à ce à quoi nous ont habitués certains nègres de maison, concernant cette opération spéciale russe en Ukraine, il s'est abstenu de bavarder, parce que les nègres de maison ont l'habitude de bavarder, de donner leur avis, chaque fois que les gens soi-disant démocrates se trouvent en position, je dirais, gênante. Donc, je suis vraiment content qu'il ait observé le silence. Cette histoire ne nous concerne pas, nous les Africains. Elle est strictement entre, comme les appelle le président russe, les pays inamicaux et donc le bloc asiatique. Ça ne nous concerne ni de près, ni de loin. Et je saisis l'occasion d'appeler mes frères et sœurs dans l'ensemble de l'Afrique qui se plaignent, qui souffrent d'une prétendue crise alimentaire. Je leur dirais simplement que c'est le moment de profiter de cette situation pour nous mettre à exploiter nos propres ressources. Je ne comprends pas qu'un continent qui produit du mil, du sorgho, des patates douces et j'en passe, soit à ce point dépendant du blé qui vient de l'Ukraine, alors que sur notre continent, nous produisons nous-mêmes du blé. Et je me permets de dire cela parce que je suis ressortissant, comme vous le savez, d'un pays, le Burundi, qui est autosuffisant d'un point de vue agroalimentaire depuis à peu près 2016. Et pour ne pas monopoliser la parole, je sortirai en félicitant mon très cher frère Jonathan Batengene. Pour ceux et celles qui, comme moi, l'ont suivi ce matin à Afrique Média, j'ai beaucoup aimé la description qu'il a faite de la nouvelle chef de la diplomatie française, Madame Colonna. Elle était très brillante et je suis d'accord avec lui dans son analyse. Et j'en suis sûr, For You Media nous donnera l'occasion d'évoquer ce sujet parce qu'il concerne aussi l'Afrique, comme l'opération spéciale russe en Ukraine semble nous concerner. Donc, pour ma part, je vais attendre et voir ce qui ressort de ce voyage à Kiev et à Moscou. Mais en tout cas, tout ce qui a été dit au sujet de M. Macky Sall me paraît être vrai. Donc, je m'arrête ici pour laisser la parole à d'autres. For You Media, allons de l'avant. Merci Delphin pour cet appel depuis Gitega. Alors, on revient sur le plateau avant de retourner vers le standard. Président Bandakani, c'est votre tour de parole. Eh bien, Président Bandakani, alors, on a l'impression que beaucoup d'Africains semblent très sceptiques quant à cette mission du président Macky Sall en Russie, en tout cas cette mission à venir en Russie et en Ukraine. Ils se disent que l'Union africaine n'a pas pu résoudre les conflits sur le continent. Comment est-ce qu'il pourrait aller mettre fin à un conflit sur un autre continent? Oui, c'est un scepticisme fondé. Oui. Il est fondé par les performances de l'Union africaine en matière de crise sur le continent, des performances en dessous de la moyenne, pour rester poli, très en dessous de la moyenne. Non, c'est un scepticisme fondé. Oui. Il est rationnel, il est juste. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ils n'ont pas de budget, mais ils sont financés par leurs amis, qu'ils avoient ceux qui les financent. Le problème fondamental de l'Union africaine, c'est le fait qu'elle est Union africaine de nom. Je l'ai déjà dit. Ils ne sont pas en mesure de s'offrir un siège. C'est quoi cette organisation de ce niveau qui n'a pas pu s'offrir un siège? Donc on dit au monde entier que les Africains ne sont pas en mesure de s'offrir un vrai siège. Oh, c'est faux. Il y a beaucoup d'argent en Afrique, c'est faux. On s'est fait offrir un siège par les Chinois. Pour ne pas se faire mal comprendre, donc il y a un siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Ce que le président dit, c'est que ce n'est pas les Africains qui vont... Bien sûr, les Chinois vous offrent un siège, après vous preniez quelques années après que c'est truffé de micro. Fermez votre bouche. C'est une naïveté, n'est-ce pas, qui fait honte au continent africain. Deuxièmement, votre budget de fonctionnement est pris en partie en charge par l'Union européenne. C'est quelle organisation ça? Troisièmement, c'est bien beau, tout à l'heure Jonathan l'a dit avec d'ailleurs beaucoup de bagou,
de faire semblant de s'inspirer de cette essence panafricaniste qui nourrit l'espérance de l'Union africaine. Mais dans le fait, lorsque vous annexez les ambitions de l'Union africaine à l'architecture juridico-politique mondiale, en faisant de l'Union africaine, de fait, une espèce de juridiction politique qui obéit, qui dépend des Nations Unies. Il y a un problème. Il y a un problème. Oh, c'est ce que fait l'Union africaine. Regardez la question de la CEDEAO et du Mali. Oui. Les blocages de l'action de l'Union africaine viennent entre autres du fait que il y a une architecture, n'est-ce pas, qui fait que l'ONU est en haut. Après, vous avez l'Union africaine, vous avez l'institution sous-régionale. Et quand l'institution sous-régionale est déjà en action, il faut la laisser faire. L'Union africaine ne doit pas aller s'impliquer pour essayer de jouer là-dessus. Or, ce n'est pas seulement une architecture d'organisation. Ça a des conséquences juridiques et ça a des conséquences sur la capacité d'action. Et à ce niveau, l'Union africaine n'est pas complètement paralysée. Alors, quand elle veut agir, il faut s'assurer que non, ça ne froisse pas l'ONU, que ça ne froisse pas ceci, machin et consort. Ce n'est pas ça l'ambition de l'unité africaine. L'unité africaine, c'est un projet géopolitique qui vise à changer le monde. Donc, l'essence est le progrès. C'est-à-dire, renverser, émanciper le continent africain de la domination occidentale. Mais c'est ça, le panafricanisme. Si vous enlevez ça, vous entrez pour autre chose. Que la pensée évolue, d'accord, mais ces sous-bassements sont encore connus, mon cher Bachir. Ça fait que l'Union africaine est totalement paralysée sur les crises sur le continent. Je parlais avec un de ses représentants sur un plateau il n'y a pas longtemps. Il me dit, oui, les États sont souverains et nous, on n'empiète pas sur la souveraineté des États. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors vous savez à quoi? Arrêtez d'exister. On ne peut pas dire que les États sont souverains, alors que ce sont les États souverains qui décident de créer l'Union africaine. Mon cher Bachir. Donc, les Africains sont en droit d'être pessimistes. Mais quand on a fini de dire ça, on peut empêcher un président de l'Union africaine de dire qu'au nom de ses pairs, il va engager une démarche, n'est-ce pas, dans un conflit. On ne peut pas empêcher. C'est bien de faire ça. C'est bien parce que il faut que les Africains apprennent à parler des affaires du monde. Oui. Les Africains parlent trop peu des affaires du monde. On comprend pourquoi. Oui. Il n'existe pas. Les Français étaient assis sur les Africains. Les Occidentaux sont assis sur les Africains. Les Africains n'existent pas. Mais le fait déjà même que Macky Sall, au nom de ses pairs africains, disait que moi, je vais aller à Moscou, je vais aller à Kiev. Et qu'on accepte même de le recevoir, c'est une bonne chose. Moi, je ne suis pas un maximaliste des discours. C'est très facile sur le plateau de parler. Et moi, quand je parle, je tiens compte des réalités. J'essaie de mettre à la place des gens. C'est-à-dire que ce positionnement diplomatique que l'Union africaine est en train d'engager, c'est une bonne chose. Peu importe, ce n'est pas Macky Sall qui m'intéresse. Il ne m'intéresse pas. Très peu, il ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, à partir du moment où il a reçu le mandat de tous les pairs, tous ces pairs africains, pour aller dire, va parler à notre nom, va donner ce message ici, que dans ce conflit-ci, voici la position de l'Afrique. Nous voulons ceci, indépendamment des positions respectives des États. Mon cher Bachir, c'est important. Je veux dire qu'il faut que les Africains apprennent à parler des affaires du monde. Et dans les affaires du monde, il manque une voix, celle de l'Afrique. Moi, je suis de ceux qui disent que le monde souffre parce que le monde a oublié l'Afrique. Le monde souffre parce qu'une partie importante d'elle-même, sa partie fondamentale, sa partie maternelle, est écrasée, est méprisée. Le monde n'a aucun avenir sans l'Afrique. C'est de la folie. C'est-à-dire que la part du monde qui est l'Afrique, qui a enfanté le monde, et qui lui apporte ce que ne trouvera nulle part en dehors de l'Afrique, le monde sera dans la peine et les problèmes tant qu'elle ne sait pas le concilier avec l'Afrique. Mais ce discours, cette réalité, il faut savoir le porter sur le plan. Il faut lui donner de la contenance diplomatique et géopolitique. Il faut donner un contenu. Les Africains ne savent pas encore le faire. Nos dirigeants ne sont pas encore à la tâche. Nous, on fait ce travail, nous, les panafricanistes. Il faut essayer de donner ce contenu, démontrer que le problème du monde, c'est qu'elle croit qu'elle peut fonctionner en oubliant sa part essentielle, qui est l'Afrique, qu'il a inventée. C'est comme un enfant qui maudit sa mère. Un enfant qui ne connaît pas l'importance de sa maman, qui croit qu'il va devenir quelque chose en méprisant l'importance de sa maman. Non, tu n'as pas d'avenir. C'est en regardant ta maman, tes parents, en comprenant le sacrifice de tes parents, que tu te prépares comme à être parent demain, mon cher Bachir. Donc, de mon point de vue, c'est déjà ça. Est-ce que cela n'est pas dû, justement,
au fait que les Africains eux-mêmes ne se soient pas impliqués? Est-ce que c'est le monde forcément qui a oublié l'Afrique? Est-ce que c'est le monde qui a écrasé l'Afrique? Le monde est ingrat. Il y a une ingratitude géopolitique du monde à l'égard de l'Afrique. Il faut laisser les discours qui veulent accuser l'Afrique. C'est terminé. Hein. Le panafricanisme a démontré que ce sont les histoires. C'est l'histoire de la Chine Bembe qu'on il faut les laisser. Ça ne marche plus. Le monde a oublié l'Afrique. Le monde a cru qu'ils pouvaient évoluer sans l'Afrique. En disant que non, ils sont responsables de leur sort. C'est du n'importe quoi. C'est démontré, donc on se tape depuis dessus. Donc, le problème, c'est que Bachir, depuis 600 ans, et ça, tout à l'heure, Jonathan a parlé de ça, je peux même d'embrayer sur la question de non-alignement. Depuis 600 ans, quel autre partenaire forcé? Forcé, dites-vous? Trouvez notre mot. Trouvez notre mot. S'il y a un autre mot, me donnez. C'est un mariage forcé. C'est du viol systématique. Viol sauvage. Et répété. Notre partenaire forcé, c'est l'Occident, Bachir. Mais si en 600 ans, ils n'ont rien fait, pourquoi ils vont faire quoi? Moi, je veux me savoir, il faut interroger quand on veut dire qu'on est non-aligné. Donc, sur le plan historique, là, cette position de non-alignement, elle était, même pendant la guerre froide, les Africains ont dit on n'est ni communiste, on n'est ni capitaliste. C'était bien. Oui. Mais pour les pays, par exemple, du précaré français, ils étaient non alignés pour être alignés derrière la France. Et mon cher Bachir, qui a confisqué notre monnaie. Donc, il n'est pas possible de dire que c'était de la fanfaronnade, du bavardage. Vous comprenez? Donc, actuellement, non seulement historiquement, depuis 600 ans, nous avons un partenaire forcé, un mariage forcé qu'on nous a imposé avec l'Occident, qui s'est traduit par la violence, les viols. On a commis aucun bonheur. Vous croyez que demain, ils vont nous faire quoi demain? Qu'est-ce que l'Occident peut offrir à l'Afrique pour que l'Afrique dise que, bon, ok, bon, nous, on ne suit pas les Russes, on vous donne encore une chance. Pour faire quoi, mon cher Bachir? Deuxièmement, ça sert à quoi de dire qu'on est non aligné quand en face, l'autre considère que le non-alignement veut dire pro-Russie. Vous n'avez pas entendu ça? Oui. Alors, bon, ça dit, ne pas s'aligner, c'est synonyme d'être pro-russe. On l'a vu s'agiter à Davos, ce truc qu'on appelle von Leyen. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens comme ça? Vous parlez de la présidente de la commission de l'UE? C'est un truc, ça. Elle est présidente de quoi? Quand elle fait une chose comme ça, c'est-à-dire, écoutez le niveau de la discussion. Elle dit qu'il faut punir les Africains parce qu'ils ont osé se démarquer de ce que l'Occident attendait des pays africains, à savoir un alignement systématique. Lorsqu'en face, tu dis que je ne suis non aligné, et que ton soi-disant partenaire historique, comme les dirigeants africains aiment fanfaronner là, pour appeler leur relation avec l'Occident, que voilà mon partenaire historique, il te dit que monsieur, tu es non aligné, ça veut dire que tu es contre moi. Tu fais quoi? Donc, l'Afrique est placée devant de telles responsabilités, mon cher Bachir. Donc, pour nous, on a compris ça. Il ne s'agit pas de dire qu'on est non aligné ou pas. Il s'agit de voir quelle est l'opportunité que la nouvelle donne géopolitique mondiale offre à l'Afrique. L'Afrique n'a jamais eu autant de chances que cette fois-ci. Et si nous ratons cette chance-ci, mon cher Bachir, parce qu'on est frileux, parce qu'on a des dirigeants qui pensent d'abord à leurs intérêts, quand des dirigeants, ce n'est pas seulement le président, je parle de tous les acteurs du premier plan, qui pensent d'abord à leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt du continent. Si on passe à côté, on passe à attraper. Heureusement, les panafricanistes sont là. Nous sommes là pour éclairer, pour porter cette responsabilité. On va le faire, et on va le faire. Et je prends justement cette chute. Le président Bandakani a dit l'Afrique a une opportunité qu'il ne faut pas lécher. Si on loupe cette opportunité, on aura vraiment perdu. Ce sera parti peut-être pour beaucoup d'années, pour juste un peu essayer de le paraphraser. Mais justement, on a cette opportunité qui nous permet aujourd'hui d'aller parler à la Russie et à l'Ukraine. Que peut apporter l'Afrique? Comment l'Afrique pourrait procéder pour mettre un terme, pour résoudre cette guerre russo-ukrainienne qui a des conséquences, il faut bien le rappeler, sur le continent africain? Oui, Bachir, mais il faut d'abord que nous le disions. On n'a pas l'opportunité de parler à la Russie et à l'Ukraine. Quand les Français ont bombardé la base d'Abidjan, la base aérienne, il y avait 2 pilotes ukrainiens qui étaient mercenaires dans l'armée ivoirienne. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les Africains découvrent les Ukrainiens et ce n'est pas aujourd'hui que les Africains découvrent les Russes. En tout cas, ce n'est pas là. C'est-à-dire, même nous exprimer, les Africains, historiquement... De notre petite expérience, c'est la première fois quand même qu'on voit l'Afrique aller vers la résolution de ce genre de conflit, au-delà d'écrire des petits textes condamnants par-ci par-là. 2003, l'Afrique a voté
officiellement non contre la guerre, en majorité, non contre la guerre en Irak. Des pays africains. L'Afrique s'est C'était pas lui, hein? exprimée. L'Afrique s'est exprimée. Oui. L'Afrique s'est toujours exprimée. Sauf que maintenant, il y a Même, quelque on chose. peut ajouter, Et je quand, vais... quand on a voulu mettre Mugabe au banc de la communauté internationale, L'Afrique s'est encore a dit exprimée. niet. Très bien. Donc, Et puis, non, l'Afrique s'exprime. Mais, et justement, ils veulent, ceux qui veulent créer une sorte d'exception sur l'opération militaire spéciale en Ukraine, le font à dessein. Pourquoi? Parce que, pour une fois, ce n'est pas l'Afrique qui est mise en question. C'est l'Occident néolibéral qui est mis au banc des accusés. Et pour la première fois, un pays a pris sur lui de frapper sur le bloc de l'Occident néolibéral. C'est ça qui est inédit. C'est qu'il y a un pays qui a pris son courage, a dit « j'ai longtemps reculé, les autres reculent. Ben, si tout le monde recule, moi je prends mes responsabilités et je frappe dessus. » Et il est en train de frapper très fort. Oui. Et il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pourquoi Bachir, on va un peu faire abstraction de ce que l'Union africaine, sa voix sera. On va prendre le problème tel qu'il se présente. L'enjeu civilisationnel tel qu'il s'est posé avec les Russes en face du bloc de l'OTAN néolibéral est tel que les Russes sont en train de dire clairement que la civilisation qui a été portée pendant plus de 2 siècles par les puissances néolibérales est une civilisation qui a atteint son terme. Oui. Et qu'il est temps qu'une nouvelle hégémonie les challenge au niveau international, mais que cette hégémonie ne soit pas celle d'un ou de 2 pays, de plusieurs pays. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans ce qui se passe? C'est que l'Afrique fera son choix. Ce n'est pas que nous allons parler. C'est la première fois que l'Afrique effectuera un choix qui sera visible et qui sera reconnu par tout le monde. Alors, l'Afrique choisira donc entre quoi et quoi? Qu'est-ce qui est sur la table finalement? L'Afrique aura le choix. Oui. Entre rester avec ces pays qui, j'adopte le narratif tout à l'heure du président, les pays qui l'ont violé. Oui. Parce qu'actuellement, aucun chef d'État africain ne peut plus dire « j'ai peur ». Le panafricanisme a libéré la légitimité populaire. Oui. Le président qui veut juste être populaire aujourd'hui en Afrique n'a qu'à adopter les idées panafricanistes. D'ailleurs, quand nous parlions tout à l'heure du revirement du président Macky Sall, il y a bien vous voyez qu'il y a un coup à jouer, un coup sérieux à jouer. Oui. Vous avez vu le président Abiy Ahmed, quand il va combattre les Tigréens, c'est le parapluie du panafricanisme qu'il va porter. Donc, le panafricanisme devient une idéologie aussi forte que l'idéologie néolibérale et aussi forte que l'eurasiatisme des Russes. Qu'est-ce que les Africains vont donc choisir dans le monde? Si les Africains veulent rester dans l'ancien monde, ils vont essayer de jouer les faux équilibristes. Parce que, comme le président l'expliquait, il n'existe pas, et c'est d'ailleurs les néolibéraux qui avaient encore l'hégémonie il y a quelques jours, qui le disent, ils disent il n'y a pas de pays neutre. Soit on est avec ceux qui challengent l'hégémonie mondiale du bloc néolibéral, soit on est avec le bloc néolibéral hégémonique. Très bien. Et les Africains devront donc effectuer leur choix. Le choix à effectuer, puisque c'est une situation, c'est cette situation qui est historique, puisque c'est cette situation qui est historique, les Africains devront choisir de challenger. Nous ne choisissons pas la Russie pour la Russie. Nous ne choisissons pas la Chine pour la Chine. Nous choisissons de prendre notre histoire en main et de challenger pour une fois le bloc néolibéral qui nous a maintenus dans une situation d'asservissement, dans une situation de sous-développement et de pauvreté, qui nous a imposé des accords inégaux pendant des siècles et qui nous a traités comme si nous étions de la ressource de seconde main. Nous sommes désormais à l'orée d'une nouvelle époque. Il faut choisir entre le nouveau monde et l'ancien monde. L'Afrique devra choisir le nouveau monde. Et ceux qui sont en train de construire le nouveau monde, c'est ceux-là. C'est la Chine, c'est la Russie. Merci infiniment, Jonathan Batenguene. Il faut donc choisir entre l'ancien et le nouveau monde. En tout cas, le choix n'est même pas à demander. Et d'après ce que nous voyons, toutes les réactions qui sont ici, alors je vois beaucoup de commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur
notre live Facebook. En tout cas, on essaiera de lire ce que nous pourrons d'ici la fin de l'émission. Et nous sommes suivis également par notre ami Dimitri Alexander qui est à Saint-Pétersbourg et qui salue tout le panel. Ça nous fait toujours plaisir de savoir Dimitri qui a 1 an de plus. Alors, on va au téléphone avec Zerfel. Il nous appelle d'Allemagne. Bonsoir Zerfel. Ok, bonsoir Bachir, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les techniciens du fort. Bon, moi je voudrais tout demander, vous poser des questions, vous qui êtes sur le plateau, disons le président Badakani et mon frère de l'autre côté. Parce que quand vous parlez du président sénégalais qui va en Russie aujourd'hui pour parler, comment dirais-je, de... Bon, ça nous concerne, mais bon, pour moi, ça ne nous concerne pas trop. Parce que quand il y a des problèmes sur le continent, je ne vois pas ces gens-là en train de s'allier pour venir nous parler. Ok, il va là-bas, je ne sais pas de quoi il va parler, mais moi, je vais vous poser la question. Mais quand il y a eu des problèmes entre le Mali et, comment dirais-je, la France, qu'est-ce que ce président, parce que c'est lui qui est le président, je ne sais pas si c'est l'Union ou quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Aujourd'hui, c'est là, il s'en va en Russie, parce que les Blancs se battent là-bas, ils s'en vont, comment dirais-je, parler de quelle voie pour les Africains. Et d'abord, quand on dit que la crise alimentaire va s'appuyer sur l'Afrique, attendez là, de quoi on parle? Et comment dirais-je, on ne peut pas manger, on ne mange pas du blé, ou comment dirais-je, chaque jour en Afrique. C'est quand tu veux faire un petit déjeuner que tu achètes du pain. Comment dirais-je, au Cameroun, vous mangez les bâtons, hein, les bâtonnets, que je ne maîtrise pas bien, les bananes, les plantains. En Côte d'Ivoire, on mange aussi des ignames, des plantains. Alors, c'est ce genre de trucs, ce genre d'aliments aujourd'hui, quand on dit ça va sur la crise, quand la famille va descendre sur l'Afrique, non, ils se font des illusions dans le placard. C'est pour nous faire endormir, pour qu'ils viennent en Afrique, c'est-à-dire que se procurer de nos matières premières. Parce que moi, je ne vois pas aujourd'hui, comment dirais-je, quand il y a une guerre qui se trouve quelque part à des milliers de kilomètres, et qu'on dit la famille va, quand ça va sur l'Afrique, moi je dis non. Parce que aujourd'hui, c'est-à-dire c'est maintenant que nos présidents, ils vont ouvrir les yeux pour qu'on rentre maintenant dans l'agriculture, pour développer aussi notre nourriture, pour qu'on ne dépend pas de ces messieurs-là. D'abord, on ne dépend pas tellement, parce qu'on dépend des eux peut-être de l'Asie, où on importe le riz. Sinon, en Afrique, on peut planter le riz comme les Asiatiques, mais tout simplement parce que nos dirigeants, quand on confie à ces tâches, ils ne remplissent pas ce qu'on leur confie. C'est ça, c'est sur ce mot-là qu'on doit s'appuyer pour qu'on ouvre les yeux de ces messieurs-là, de tous les politiciens qui sont autour d'un monsieur qu'on appelle président, pour qu'ils se mettent au travail. Sinon, moi, son voyage en Russie, peut-être s'en va se promener un peu. Sinon, son frère, il a eu des problèmes. On est en train de l'enculer de gauche à droite. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a appelé les Africains pour se réunir pour qu'ils en discutent du problème des choses maliens? Non. Alors, il faut que ces plaisantins, il faut qu'on les mette dans les placards maintenant pour qu'on avance tout droit dans nos bottes. Sinon, on sera toujours en retard et on va faire des discours qui n'auront pas de sens et qui ne seront pas suivis. Ça, c'est mon avis. Parce que je peux laisser la parole aux politiciens, mais nous qui sommes les civils, on a notre manière de voir les trucs. C'est ça que moi, je vois aujourd'hui. Il faut que les gens vous les politiciens aujourd'hui, vous puissiez parler à ces gens-là pour qu'ils se retournent, pour qu'ils mettent l'accent sur l'agriculture, pour que nous-mêmes, nous développons nos affaires, pour qu'on se nourrisse nous-mêmes au lieu de dire 1, 2, 3, il y a les maladies, quand le Covid de merde est arrivé. On dit non, c'est en Afrique, ça a décimé les gens. Or que c'est chez nous ici, que ça a touché les gens. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Europe ici, mais c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, les gars, ils sont dans la merde. Parce que s'il faut payer 1 litre de pétrole, d'essence à 2 euros, mais les gars, ça ne sont plus. Parce que le budget, il est bouleversé là. Vous voyez ça? Alors, en ce moment, c'est-à-dire que parce que je vois maintenant les balais diplomatiques qui sont en train de circuler l'Afrique, en train de circuler en Afrique,
pour chercher où se trouvent nos gaz pour qu'ils viennent prendre ça gratuitement. Non, c'est maintenant qu'on doit serrer les coudes pour dire que nos affaires là, ce n'est plus pour blancs, c'est nous-mêmes qui allons gérer. Parce que quand ils vont venir, on va les imposer le prix qu'on va vendre à nos matières premières. Ça, c'est la moindre des choses. Si on fait ça aujourd'hui, la manière que Poutine est en train de les serrer le cou ici, là, ça même, en même temps, nous allons les serrer, encore appuyer là-dessus pour qu'ils nous respectent. Alors, si ça va là-bas, bon, moi, j'attends. Ce qu'il va dire là-bas, nous tous, on attend. Mais si c'est la merde qui s'en va dire, c'est pas la peine. Je m'arrête là, merci de m'avoir laissé quelques... Allez, merci à Zerfel. Alors, président Mandakani, je vous ai vu écouter Zerfel avec beaucoup d'intérêt. Et avant Zerfel, vous disiez à la chute de Jonathan Batenguene, Bachir a la parole, parce qu'il a ouvert le débat. Non, il faut laisser Zerfel s'exprimer. Zerfel dit ce qu'il pense, et il le dit très bien d'ailleurs. On n'est pas là pour... Ce n'est pas l'église. Tout à fait. Donc, je n'ai pas à commenter les propos de Zerfel. Ce qu'il dit est vrai, c'est son ressenti. Oui. Jonathan a positionné le débat à un certain niveau. Oui. Je voudrais aller dans le même sens. C'est-à-dire que, au-delà de l'opportunité, c'est un choix décisif que l'Afrique doit opérer. Et jamais nous avons eu de telles conditions géopolitiques qui nous soient favorables. C'est-à-dire que pour une fois dans l'histoire, l'Afrique peut choisir. Même si les gens choisissent de continuer avec l'Occident, qu'ils le choisissent volontairement, dire que je peux choisir. Comme une femme peut dire je peux choisir mon mari. On n'a pas imposé. Ou bien je peux choisir ma femme pour le mari qui veut choisir. L'Afrique peut choisir. Alors l'enjeu civilisationnel, c'est très important, Bachir. C'est à ce niveau qu'il faut cautionner la notion de non-alignement. C'est ça encore un sens aujourd'hui. Ça a un sens. Vous avez des grands dossiers qui sont transversaux, transgéopolitiques sur la table. La question des pandémies, mon cher Bachir. L'idée que l'Occident s'est fait de la pandémie, c'est une idée inacceptable. C'est grave, mon cher Bachir. C'est grave. Mais c'est ça qui est dehors. On voit les enjeux à l'OMS, tout ça. Est-ce qu'on peut continuer à laisser que des trucs comme le fonds Leyen décident de ma santé? C'est quand même très grave. Vous comprenez? Vous avez la question de la vaccination universelle. Tout ce qu'on voit à l'OMS, cette tramée-là, c'est qu'ils veulent imposer la vaccination universelle. Ils veulent l'imposer. Ils n'ont pas réussi au premier round. Voilà un deuxième round qui veut créer avec des histoires de... La variole du sein. Des choses comme ça qu'ils inventent. Maintenant, nous savons maintenant tous depuis le... Monkeypox. Oui, nous savons depuis maintenant qu'ils fabriquent tout ça. C'est la guerre bactériologique. On sait ce que ça veut dire. C'est derrière là, mon cher Bachir. Oui. Vous avez la question de la question climatique. C'est-à-dire, ça fait longtemps que l'Occident s'est octroyé le monopole de la vérité sur le climat. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent du climat, ces gens? Ils savent que détruire le climat, construire, réparer le climat, mais ce n'est pas le niveau. Mais on le laisse faire, mon cher Bachir. Donc, quand tu parles d'enjeux civilisationnels, mon cher Bachir, c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que le vieux monde, c'est quoi? C'est le projet occidental qui, pour se maintenir, doit exterminer l'espèce humaine. C'est ça la question de la pandémie. C'est ça la question de la vaccination universelle. Pour que le modèle occidental se maintienne, il faut entrer dans la transhumanisation. Une aventure satanique, purement satanique. Hein? On apprend aujourd'hui que le patron de Davos, Klaus Schwab, mais son père était le conseiller d'Hitler, l'ami intime, conseiller intime d'Hitler. Je vous dis que ce sont des nazis, mon cher Bachir. Le projet de la transhumanisation, c'est le nazisme. Tout à fait. C'est la continuité nazie, mon cher Bachir. Les choses sont claires. Si par rapport au nazi, on va dire qu'on est non aligné, ben il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça. Donc l'enjeu civilisationnel, c'est-à-dire que le maintien d'une certaine idée de l'homme, Bachir, de l'espèce humaine, de la famille. Lorsqu'on veut nous faire accepter, on a vu encore la question de ce footballeur sénégalais. Mais au-delà de lui, mais le gars a posé son geste est universel. Il interpelle le monde entier. C'est-à-dire que comment on veut nous amener à accepter que les LGBTQ, machin, plus sexe, ce sont des valeurs que l'on doit accepter. Bon, là aussi, il y a non-aligné. Quand les gens violent les chartes olympiques, violent tout, la Fédération française de football, ben, c'est un crime. Ils ont violé toute la loi pour aller brimer, persécuter un footballeur parce qu'il a dit je ne joue pas un match. Ils ont commencé à parler à sa place. Le gars ne s'est pas encore exprimé. Ils ont parlé à sa place pour dire qu'il n'a pas joué parce qu'il est homophobe. Oui. Le gars n'a pas encore parlé. Hein. Vous voyez, Bachir, à quel niveau on est en train de partir. Donc, ce sont les vrais dossiers. Et par rapport à ça, qui peut parler fort mieux que l'Afrique? Moi, j'ai aimé le génie qu'il a. Il dit que
face à l'hégémonie occidentale, il faut construire une nouvelle hégémonie planétaire. Oui. Ça ne sera pas celle d'un pays. Ah, il a compris. Oui. C'est une alliance globale. On parle d'alliance globale. Et les panafricanistes doivent comprendre ça. C'est-à-dire, demain, l'avenir du panafricanisme, c'est de prendre en charge l'enjeu global. C'est-à-dire que c'est plus seulement, aujourd'hui, pour affronter les Occidentaux, qui désormais ne sont même plus sur Terre. L'enjeu est maintenant planétaire. Maintenant, vous savez, il y en a qui ne sont pas informés, la guerre de l'espace bat son plein. Oui. Et à ce niveau, les Russes et les Chinois sont autonomes. Et l'Occident estime que l'autonomie des Chinois et des Russes sur la question de l'espace est dangereuse parce que quand on parle de l'espace, c'est le contrôle des communications. Les moyens de communication, le transport, tout ce qui marche là avec ça. Donc ils estiment qu'il est dangereux de laisser les Russes et les Chinois être aussi autonomes à la main. Guerre de l'espace, ça ne sera plus une fiction. Elle aura lieu, Bachir. Elle aura lieu. Et si on parle de l'espace, ça veut dire qu'il y a des planètes à coloniser. Attention. C'est-à-dire, le surplus humain sur la Terre peut envisager, il faut maintenant, la civilisation qui est s'envisage. artificielle, il n'y a pas de surplus sur la Terre. Bien sûr, mais comme ils imposent ce débat-là, on en parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la civilisation est cosmique. L'humanité est face au cosmos. Et c'est mystère, mon cher Bachir. C'est une alliance désormais globale qui doit se c'est ce qu'il a voulu dire tout à l'heure. Une alliance globale autour des idées majeures. L'idée de la sauvegarde de l'espèce humaine, mon cher Bachir. Il y a un ensemble de principes qui sont non négociables. La femme, c'est une femme. L'homme, c'est un homme. Oui. On fait un enfant dans une famille. Les choses élémentaires. Il y a des choses élémentaires sur lesquelles on ne débat pas. Donc, il y a des principes, n'est-ce pas, sur lesquels on ne négocie pas, qui vont former l'ossature de cette alliance globale qui va être animée par des pays qui ne veulent pas continuer à subir l'hégémonie occidentale. C'est de cela qu'il s'agit. Ça, c'est du génie, ça. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. Et à ce niveau, vous voyez très bien la consanguinité, la convergence géopolitique entre les Russes, les Chinois et les Africains, elle est naturelle, Bachir. Vous savez, elle est naturelle. Oui. Je termine en disant ceci. Oui. Oh, il a bien défini les pôles idéologiques. Panafricanisme, eurasiatisme, moi j'ai dit pour l'Occident, transhumanisation. Voilà les pôles. Quand vous voyez, on veut tout numériser à l'économie en Europe. On va canalité numérique, machin, tout ce qu'ils veulent faire là, ça c'est l'Occident. C'est la transhumanisation. C'est-à-dire on va digitaliser l'être humain. Vous avez l'eurasiatisme qui se constitue comme alternative à l'Occident. Mais panafricanisme, qui vient avec la voix de l'Afrique, mon cher Bachir, dans cette alliance globale. Et on a quelque chose d'original à apporter sur le plan culturel, sur le plan des valeurs primordiales, des valeurs éternelles de l'humanité, mon cher Bachir. C'est l'Afrique, mère de l'humanité, qui a quelque chose à apporter à ce niveau-là, et c'est incontestable. Nous sommes le peuple le plus ancien de cette terre. Vous savez, la terre, la planète est notre village. On est l'Afrique. Les Africains sont autochtones partout sur la Terre. On a été les premiers à habiter ici sur la Terre. Donc, cet enjeu-là, Bachir, cet enjeu-là, idéologique, c'est ça le carrefour idéologique de demain. Et vous ne voyez pas que, mais on a plein d'avantages. On n'a que des avantages à nous y aventurer. On n'a que des avantages. Donc, il ne s'agit pas d'être non aligné. Oui. Il s'agit d'être avant-gardiste pour voir ce qui se prépare. Et celui qui va voir ça, il va ramasser tous les gains. Savoir faire les projections. Merci, Savoir Président vous avez Bandakani. bien compris, savoir faire les projections. Merci, Président D'ailleurs, Bandakani. sur le plan économique, alors nous parlons, près de 65% de l'économie mondiale, ça se joue en Asie. En Asie, ce n'est pas l'Occident, c'est en Asie. Et vous voyez le comportement des Américains. À l'égard de la Chine, c'est l'enjeu de Taïwan. Vous savez très bien qu'après l'Ukraine, le prochain enjeu, c'est Taïwan. Voilà. Merci, Président Bandakani. Jonathan Batengeni, alors vous avez le dernier mot d'après ce que je peux constater sur mon téléprompteur. Vous avez la parole. En fait, Bachir, on peut prendre un exemple. Oui. Et c'est un exemple qui nous vient de la sagesse africaine. C'est la chasse. Oui. Quand le chasseur va dans la brousse, parce que nous sommes quand même des Bien peuples sûr. à la fois chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, Nous, on disait que c'était l'identité du primitif Oui. en anthropologie, dans l'ethnologie. Oui. Ainsi, nous ne réservait même pas l'anthropologie. Donc, à la chasse en Afrique, quand un chasseur a un gros gibier qu'il abat, d'ailleurs, il l'abat généralement pas seul. Oui. Quand il trouve que le gros gibier a été pris au piège, il vient chercher ses frères et il dit, venez, on va l'abattre. En fait, je prends cet exemple
pour dire un peu quelle est la réaction de Vladimir Poutine. L'Ukraine, c'est le piège dans lequel le gros gibier a été pris. Et ce gibier menaçait les récoltes de tout le village. Et que dit Poutine? Il dit au peuple de la terre, venez m'aider simplement à mettre le gibier. Seul je peux le faire, mais ce sera encore mieux avec le village. Et vous savez ce qui se passe après cette partie de chasse? Généralement, vous emportez chez vous le morceau que vous pouvez transporter. Donc, si vous êtes capable de transporter tout le gibier, vous le mettez sur vos têtes. Mais si vous sentez que vous ne pouvez porter qu'un petit morceau, c'est ce qui est en train de se passer. Chaque pays Quelle illustration. Chaque pays aura la part qu'elle aura contribué ou bien qu'elle pourra porter dans le cadre du nouveau monde que nous sommes en train de construire. Merci infiniment, Jonathan Bateyene. Un grand merci au président Bandakani. À tous ceux qui nous ont suivis, ils étaient très nombreux et très satisfaits en tout cas de cette émission, nous également. Merci en tout cas, messieurs, pour le temps et surtout le travail de recherche. À tous ces jeunes qui aimeraient participer à nos émissions. Le tout n'est pas de venir. Comme vous voyez, ces messieurs, c'est un travail de recherche en profondeur. Il faut beaucoup lire. C'est le conseil que me donnait d'ailleurs le président Bandakani quand nous commencions des émissions de ce genre. Eh bien, on essaye de le faire. On essaie de le faire. Aujourd'hui, quand même, on a une leçon à retenir. C'est ce que nous a dit Jonathan Bateyene. Il a dit que face à l'hégémonie occidentale, il faut opposer une hégémonie universelle. Et c'est ici que l'Afrique prend les commandes. Bonne suite des programmes sur Foyo Média. Un sol riche qui porte des fruits. Une population rurale, dynamique et entreprenante. Un potentiel de production agricole considérable à développer et orienter vers la qualité. D'où la nécessité d'encourager le développement de la production locale sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce sens qu'en 2017, dans le but de valoriser l'agriculture locale, le groupe SABC crée la compagnie fermière camerounaise qui aidera à stabiliser la production locale en servant de poumon agricole du pays. La compagnie fermière camerounaise a pour mission d'encourager le développement de la production du maïs, de contribuer au développement de l'élevage, d'apporter de nouveaux débouchés aux producteurs dans un cadre transparent et sécurisé, de développer des outils et des techniques de production modernes participant au transfert de technologies. La compagnie fermière camerounaise s'étend sur une superficie de 30 hectares repartis en 2 sites. Le premier est la ferme de Mondjoc, qui est située sur une zone non cultivée, un terrain de 20 hectares sélectionné pour l'installation des fermes parentales. Le second site est situé à Bankomo. Il comprend un couvoir et une usine de transformation de maïs. La compagnie fermière camerounaise propose une agriculture à l'écoute des populations, des solutions inédites qui répondent aux besoins des agriculteurs modernes. Améliorer la sécurité alimentaire en encourageant le développement de la production locale de maïs de qualité et l'élevage sur l'ensemble du territoire national pour une alimentation saine. La CFC, plus qu'une compagnie agricole. Spécial pèlerinage organisé par Elite Voyage, votre agence de voyage agréée en organisation d'expéditions de groupe, passionnés du Christ, amoureux de nouvelles découvertes, congrégations religieuses ou groupes chrétiens. Saisissez cette occasion spéciale pour marcher sur les pas de Jésus-Christ en Israël et de Moïse en Égypte. 2 pays mythiques, des hommes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Du 5 au 15 juillet 2022, participez au voyage d'Israël et de l'Égypte. Visitez les lieux uniques au monde tels que Bethléem, les monts des Oliviers, Golgotha, la piscine de Bethesda, Nazareth, Jérusalem, Canaan, le mur des Lamentations, Sodome et Gomorrhe et bien d'autres sites en Israël. En Égypte, le mont Sina, la mer Rouge, le village qui a accueilli la famille sainte. À 2 300 000 francs CFA, ce montant vous donne droit aux 2 visas Israël et Égypte, l'hébergement en Israël dans des hôtels 4 étoiles, en Égypte dans un hôtel 5 étoiles au bord du Nil, 3 repas par jour, visite guidée et transport dans tous les sites. Inscrivez-vous dès maintenant à une agence Elite Voyage de Douala, à Bali, face SGC et Bissek, ou de Yaoundé à Vieux-Panier, en appelant aussi le numéro ci-dessous. À tous les pèlerins, soyez tous bénis.